Lorsque la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, le monde a assisté à ça avec terreur, car la crainte initiale était que la capitale Kiev, puis le pays entier, pourrait tomber en quelques jours. Cela était dû à une variété de facteurs, y compris une armée beaucoup plus petite, une économie plus faible et un équipement moins avancé que ce que possédait initialement l'armée russe. Mais l'Ukraine a prouvé au monde qu'il avait tort. Alors avec tout ce qui s'est passé depuis, comment l'Ukraine et la Russie se comparent-elles maintenant? Les États-Unis ont récemment annoncé le début d'une invasion à grande échelle. Des rapports de renseignement estiment que 360 000 soldats russes ont franchi la frontière aux premières heures de la matinée du 24 février 2022. Les estimations américaines les plus récentes des pertes militaires russes montrent que 315 000 de ces soldats sont maintenant morts, blessés, capturés ou portés disparus. Le nombre de morts s'élève à environ 121 000 cependant, même si cet étonnant taux de perte de 87% parmi l'armée régulière de la Russie est stupéfiant. L'ampleur réelle des pertes de la Russie est encore bien pire. Même avant que cela ne devienne une guerre à grande échelle, la Russie avait recours à des entreprises militaires privées comme le groupe Wagner et formait des forces de milices locales comme la DPR et la LPR dans l'est de l'Ukraine. Depuis l'invasion directe du pays, les entreprises militaires privées et ces milices ont servi aux côtés des forces régulières russes et leurs pertes sont également stupéfiantes. La dernière estimation qui est venue du groupe Wagner, avant qu'il ne se dissolve à la suite du soulèvement de juin 2023, était dans le sillage de la bataille de Bakhmout. Evgueni Prigojine, le leader désormais décédé du groupe, a affirmé qu'au début de l'invasion jusqu'à la fin de la bataille, Wagner a subi 22 000 morts et 40 000 blessés. On pense que les milices de la DPR et de la LPR ont subi un nombre de pertes similaires depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les pertes de l'Ukraine sont nettement plus faibles. Elles sont stupéfiantes, sachant que le pays a 5 fois moins d'habitants que la Russie. Les responsables américains estiment que les forces armées ukrainiennes ont perdu un total combiné d'environ 70 000 morts et environ 100 000 blessés. Ces chiffres concernent strictement les pertes militaires, et le nombre de morts parmi les civils ukrainiens est connu avec moins de certitude. Il a été confirmé par les Nations Unies qu'au moins 10 000 civils ukrainiens ont été tués, avec environ le double de ce chiffre blessé. Cependant, même l'ONU admet que ces chiffres sont probablement une sous-estimation et le nombre réel de victimes civiles est bien plus élevé. Par exemple, dans des régions précédemment occupées par la Russie comme Kharkiv et Tchernihiv, la police ukrainienne continue de documenter des fosses communes jusqu'alors inconnues. Des milliers de civils ukrainiens ont été tués dans de tels massacres massifs et il est probable que l'on découvrira encore des tombes pendant des années. En raison de la férocité et de l'ampleur des combats, l'Ukraine et la Russie ont considérablement augmenté la taille de leurs armées. Au début de la guerre, la Russie avait près de 900 000 personnes dans l'armée et 435 000 dans la marine, l'armée de l'air, les services frontaliers et la garde nationale. Depuis le début du conflit, le nombre de personnel au service de la Russie a presque doublé. Actuellement, l'armée russe compte environ 15 millions de personnes en service actif. Il y a maintenant environ 1 million de personnes dans les autres branches de la Russie également. Récemment, Poutine a ordonné l'ajout de 170 000 autres soldats en service actif à la force globale de l'armée russe dès que possible. Mais comment la Russie a-t-elle pu augmenter sa force militaire, même en subissant environ 15 000 à 20 000 pertes chaque mois? En 2022, à la suite de l'offensive éclair de l'Ukraine à Kharkiv, Poutine a ordonné une mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Ce qui est important à ce sujet n'est pas nécessairement le fait qu'il ait appelé 300 000 réservistes, mais le fait qu'il n'a jamais annulé l'ordre. À cause de cela, les réservistes ont maintenant été mobilisés pour la durée de la guerre. Malgré les supplications des familles russes pour renvoyer leurs proches à la maison, Poutine a clairement indiqué que ces 300 000 soldats resteront sur place jusqu'à ce qu'ils soient mis ou morts, ou que la guerre soit terminée, selon ce qui arrive en premier. En plus de ne pas laisser rentrer chez eux les soldats partiellement mobilisés, la Russie n'a pas non plus permis à ceux appelés lors du cycle annuel de conscription de rentrer chez eux. La Russie organise chaque année une campagne de conscription qui amène plusieurs centaines de milliers de recrues réticentes dans son armée. Depuis le cycle de conscription du printemps 2022, aucune recrue appelée n'a été autorisée à quitter l'armée russe. De plus, les militaires russes qui ont signé des contrats avec le ministère de la Défense ont vu leurs contrats précédents annulés afin que les forces russes puissent les maintenir en service après l'expiration de leur date d'engagement. De plus, avec la mobilisation partielle encore en vigueur, la Russie a renforcé ses effectifs via des efforts de crypto-mobilisation. La Russie, capable d'émettre des convocations militaires électroniquement, peut cibler plus largement toute personne que les officiers de recrutement souhaitent, visant souvent les plus vulnérables du pays. Les personnes interpellées pour des infractions mineures, les immigrants, les minorités ethniques et les dissidents sont souvent ciblés par les officiers de recrutement. Grâce à la coercition et aux menaces de violence, on estime que la Russie recrute environ 20 000 hommes par mois dans son armée.
en plus des campagnes de conscription et des engagements volontaires. À cause de cela, même si la Russie pourrait subir 20 000 pertes par mois, elle peut toujours augmenter son armée, puisque les efforts de crypto-mobilisation seuls remplacent ces pertes. L'Ukraine a aussi agrandi son armée d'avant-guerre de bien plus que sa taille initiale. En début de guerre, l'armée ukrainienne avait approximativement 250 000 soldats. Sa marine, son armée de l'air et ses forces de défense territoriale comptaient environ 150 000 membres au total. Actuellement, l'armée ukrainienne compte environ 1 million de militaires en service actif, dont environ 800 000 dans l'armée, 100 000 dans les forces de défense territoriale et 50 000 chacun dans la marine et l'armée de l'air. La croissance astronomique initiale de l'armée ukrainienne peut principalement être attribuée à ses campagnes de recrutement de volontaires. Au début de la guerre, tant d'Ukrainiens se sont portés volontaires que certaines zones, comme autour de Kiev, manquaient d'armes à distribuer aux gens. Alors que les combats approchèrent de leur deuxième année, les engagements volontaires ont commencé à être complétés par la conscription. Après l'invasion à grande échelle, le président Zelensky a placé le pays sous loi martiale. Cela a empêché tous les hommes âgés de 18 à 60 ans qui ne possèdent pas d'exemption militaire valide de quitter le pays. En raison du taux élevé de pertes, l'Ukraine a commencé à recruter davantage de personnel dans son armée car les engagements volontaires n'ont pas suffi à compenser les pertes. Le nombre de conscrits ukrainiens est inconnu. Cependant, nous savons que les escouades ukrainiennes ont un pourcentage de conscrits beaucoup plus faible que leurs homologues russes. Cela pourrait bientôt changer, étant donné que de hauts responsables militaires ukrainiens ont récemment présenté une proposition au président Zelensky pour incorporer 500 000 soldats supplémentaires dans l'armée. Lors de la création de cette vidéo, le plan n'était pas encore validé, mais même avec une éventuelle mobilisation de masse qui se profile en Ukraine, l'armée recherche toujours principalement des volontaires. Toutefois, les soucis au sein du système de recrutement militaire sont devenus habituels. Des rapports en provenance d'Ukraine ont indiqué que la corruption parmi les bureaux de recrutement était répandue. Il serait courant de soudoyer les recruteurs et les médecins de plusieurs milliers de dollars pour obtenir un soi-disant papier blanc qui indique qu'une personne est médicalement inapte au service. La corruption est devenue si importante que le président Zelensky a renvoyé tous les responsables régionaux de recrutement en 2023. De même, on a noté qu'au moins une minorité d'hommes ukrainiens ne sont pas intéressés par le combat et préféreraient fuir. Les estimations du nombre d'hommes ukrainiens en âge de combattre qui ont fui le pays plutôt que de se battre varient énormément. Certaines estimations disent qu'aussi peu que 20 000 et d'autres jusqu'à 650 000 ont soit soudoyé leur passage à la frontière, se sont faufilés ou ont obtenu de fausses exemptions puis se sont enfuis. Cependant, il convient de noter que certaines estimations montrent qu'environ 1 million d'hommes russes ont fui leur propre pays après la mobilisation partielle. La Russie a aussi forcé la population à rester sur son territoire, surtout en confisquant les passeports des hommes éligibles pour le service militaire et en mettant en place des bureaux de recrutement aux frontières. Dans l'ensemble, la Russie, et dans une moindre mesure l'Ukraine, ont dû recourir à des efforts de génération de forces plus drastiques pour continuer à absorber les pertes au rythme où elles ont été prises tout en maintenant leurs positions actuelles. Outre les pertes humaines, la perte de matériel des deux côtés a été astronomique depuis le début de l'invasion. Commençons par l'armée russe, qui a perdu près de 14 000 pièces d'équipement, dont plus de 2 500 chars et environ 4 300 véhicules de combat blindés et véhicules de combat d'infanterie. De plus, l'armée de l'air russe a perdu environ 96 avions à voilure fixe et 133 hélicoptères. Cependant, il convient de noter que tant pour les véhicules armés que pour les avions, la Russie a perdu un nombre disproportionné de systèmes plus récents et plus avancés qui sont remplacés par du matériel soviétique hérité. Par exemple, la grande majorité des T-72 que la Russie a modernisés au cours de la dernière décennie ont été détruits. Ces chars étaient parmi les meilleurs de l'arsenal russe puisqu'ils avaient de meilleurs viseurs nocturnes, une protection de l'armure accrue et une suite de communication plus robuste que les anciens modèles T-72. En conséquence, la Russie a dû retirer plus de chars de leur entrepôt pour les remplacer. Cependant, les registres montrent qu'après des décennies de corruption et de vol dans l'armée soviétique, la plupart des dépôts de chars n'ont que 10 à 30% des véhicules stockés réellement en état de service. L'armée de l'air russe a également perdu une grande partie de ses avions les plus récents, y compris le très performant Su-34. À ce jour, l'Ukraine a détruit environ 17% des quelques 148 de ces avions que possède la Russie. L'importance des pertes d'équipements avancés tels que le Su-34 ne peut pas être sous-estimée. C'est à cause des sanctions écrasantes que la Russie a subies à l'échelle mondiale. L'avionique de pointe et autres pièces d'avions nécessaires à la création de davantage d'avions Su-34 ne sont pas disponibles. Cela signifie que ce que la Russie a, c'est ce avec quoi ils sont coincés. Et chaque perte de structure d'avion est irrécupérable. Bien sûr, la Russie peut essayer de produire plus d'avions, mais ceux-ci seront sans aucun doute de moindre qualité que ceux qu'ils ont fabriqués dans le passé et finiront par subir des pertes plus élevées qu'auparavant. La marine russe a également subi des pertes horrifiques. Depuis le début de l'invasion, la marine russe a perdu un croiseur lourd, un sous-marin, une corvette
4 grands navires amphibies et de nombreux petits navires. Ces pertes sont d'autant plus significatives qu'elles ont été subies contre un pays sans marine. Chacune de ces pertes a été infligée soit par des missiles de croisière, soit par des drones télécommandés. Même si l'Ukraine a infligé de sérieux dommages directifs à la Russie, elle n'a pas été à l'abri de pertes elle-même. Grossièrement parlant, l'Ukraine a environ un tiers des pertes documentées sur l'ensemble de ses systèmes, à l'exception de son armée de l'air et de sa marine, qui ont subi des pertes disproportionnées. Par exemple, l'Ukraine a perdu 77 avions de combat depuis le début de la guerre. Toutefois, avec une armée de l'air environ 10 fois plus petite que celle de la Russie initialement, ces pertes ont un impact bien plus fort qu'en Russie. Heureusement, l'Ukraine a reçu des dons d'avions soviétiques de la part des pays de l'OTAN cherchant à libérer de l'espace pour des avions occidentaux plus récents comme le F-35. Mais même si l'Ukraine a perdu un très grand nombre d'avions, le fait que l'armée de l'air ukrainienne soit toujours une force de combat efficace après presque 2 ans de conflits de haute intensité témoigne de la résolution et de l'ingéniosité de l'Ukraine pour maintenir cette branche de combat en vie. En ce qui concerne la marine ukrainienne, ce qui en restait a été en grande partie anéanti dans les premières semaines de l'invasion. Après l'invasion illégale de la Crimée par la Russie, en 2014, l'essentiel de la marine ukrainienne a été saisi. La Russie a rendu quelques vieux navires et a gardé les plus récents pour elle-même. Ayant perdu la majeure partie de sa flotte de surface, l'Ukraine l'a reconstituée autour du dernier grand navire de combat de surface restant, une ancienne frégate soviétique et une petite flotte de navires de patrouille côtier. En quelques semaines après les premiers tirs, la Russie a capturé ou détruit la plupart de ces navires, tandis que les marins ukrainiens ont sabordé leur navire amiral lorsque Mykolaïv semblait sur le point de tomber. Cependant, malgré ces pertes, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà commencé à reconstruire la marine ukrainienne grâce à des dons de navires de patrouille, de garde-côtes et de dragueurs de mines. Bien que certains de ces navires n'aient pas encore été livrés, l'Ukraine reprenant le contrôle de la majeure partie de la mer Noire, ces garanties de sécurité aideront à reconstruire une nouvelle marine ukrainienne. En parlant de garanties de sécurité, bien que les deux côtés aient perdu beaucoup de matériel, il y a eu quelques gains pour les deux. Malgré la perte d'une grande partie de sa capacité à construire des systèmes d'armes complexes tels que des missiles, des avions, des chars et des navires, la Russie a investi dans d'autres systèmes d'armes pour obtenir un avantage sur le champ de bataille. L'un de ses principaux systèmes où il semble que la Russie ait un avantage sur l'Ukraine est ses systèmes de guerre électronique. En raison de la prolifération des drones et des munitions guidées par GPS fournies par l'Occident, la Russie a réalisé qu'elle ne peut espérer survivre, encore moins gagner cette guerre, sans capacité avancée de guerre électronique. Les détails restent rares depuis le champ de bataille. Mais il y a de plus en plus de rapports indiquant que la Russie dispose maintenant d'un système de guerre électronique pour environ tous les 10 km sur la ligne de front. Ces systèmes, nombreux, commencent à impacter le champ de bataille. Les commandants ukrainiens rapportent que ces systèmes détruisent un grand nombre de drones non sophistiqués, entravant les communications et provoquent de plus en plus de ratés des roquettes HIMARS et des obus d'artillerie Excalibur sur leurs cibles. En plus de la puissance accrue de la guerre électronique de la Russie, elle a également recouvert le ciel de l'Ukraine avec des drones suicides Shahed produits en masse. Ces drones d'attaque à sens unique conçus par l'Iran sont destinés à détruire des cibles pour une fraction du coût d'un missile de croisière coûteux. La Russie a également employé un grand nombre de drones Shahed pour à la fois submerger et confondre les réseaux de défense aérienne ukrainiens afin que les missiles de croisière puissent atteindre avec succès leurs cibles. La raison principale pour laquelle la Russie a autant de drones Shahed est qu'elle a maintenu une alliance lâche avec l'Iran et la Corée du Nord pour soutenir sa base industrielle de défense. En raison de l'inefficacité et de la corruption de sa base industrielle de défense, ainsi que de la famine dans l'Ouest, la Russie a eu des difficultés à répondre à la demande d'articles militaires basiques comme des obus d'artillerie. À cause de cela, il n'est pas clair ce que la Russie a exactement promis à ces deux pays. Mais il est probable que la Russie échange actuellement ou échangera à un moment donné, dans un avenir proche, des secrets d'État contre des avions, des missiles et une éventuelle technologie nucléaire avec l'Iran et la Corée du Nord en échange d'armes. Depuis 2022, ces deux pays fournissent à la Russie d'énormes quantités de munitions et de matériaux. La Russie dépensant jusqu'à 80 000 obus d'artillerie par jour en Ukraine. L'Iran et la Corée du Nord ont envoyé des millions de tours de munitions d'artillerie que la Russie ne pouvait tout simplement pas produire. Ils ont également envoyé d'énormes stocks de munitions de tous types et calibres. Nous ne connaissons pas l'étendue de leur coopération avec la Russie, mais nous savons qu'elle est vaste. Les deux pays envoient régulièrement des cargaisons via la mer Caspienne ou par la mer Noire, sur des navires marchands avec de faux manifestes. La Corée du Nord a également envoyé d'énormes convois de trains tout au long de 2023 qui ont aidé à reconstituer les stocks de munitions russes lors de moments critiques de la contre-offensive ukrainienne. L'Iran a aussi contribué à établir une usine de drones en Russie. Parce que la Russie achetait plus de Shahed que l'Iran ne pouvait en produire,
Avec l'aide iranienne, ils ont mis en place une usine de drones en Russie centrale pour produire les drones que Poutine désirait tant. Il a également été documenté que l'Iran a envoyé des formateurs en Crimée, occupés pour former les soldats russes à piloter les drones Shahed. Mais même avec le nouvel axe du mal de la Russie derrière eux, les capacités qu'elle a atteintes au cours des 2 dernières années ne sont nulle part près de ce que l'arsenal de la démocratie peut fournir. Grâce à des dons généreux des États-Unis et de 46 autres pays, l'armée ukrainienne est maintenant plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Le montant de l'aide militaire fournie à l'Ukraine a été énorme, avec plus de 75 milliards de dollars en assistance militaire fournie à ce jour. L'aide occidentale seule équivalait à environ la moitié de ce que la Russie a dépensé pour la défense en 2022 et 2023. Malgré la dépendance de la Russie envers des systèmes obsolètes, l'armée ukrainienne a profité des meilleures armes que l'Occident puisse offrir. La quantité pure d'aide militaire livrée à l'Ukraine a été stupéfiante. Outre les énormes volumes d'équipements soviétiques que les pays de l'OTAN ont donnés pour libérer de l'espace dans leurs arsenaux et fournir à l'Ukraine ce dont elle avait besoin jusqu'à ce que des systèmes plus avancés puissent arriver, le pays a bénéficié d'énormes améliorations dans tous les aspects de son armée. L'Ukraine a reçu littéralement des montagnes de munitions avec des centaines de millions de cartouches pour armes légères, des millions d'obus d'artillerie et de mortiers et des centaines de milliers de missiles et de roquettes. L'Ukraine a reçu en cadeau l'équivalent d'environ 3 brigades blindées de véhicules blindés et de chars modernes occidentaux. Le pays a reçu d'énormes dons de certains des meilleurs systèmes de défense anti-aérienne comme le Patriot, Iris-T, Gepard, NASAMS, Starstreak et Stinger. Avec cet énorme afflux de systèmes modernes, ainsi que le don de ce qui restait des systèmes soviétiques hérités en Europe libre, l'Ukraine dispose maintenant du réseau de défense aérienne le plus robuste au monde. Avec cette incroyable capacité qui combine des portées courtes, moyennes et longues avec des systèmes fixes, portables et maniables par l'homme, l'armée ukrainienne est devenue les soldats de défense aérienne les plus aguerris de l'histoire moderne. Avec des taux de réussite souvent supérieurs à 90% contre les attaques aériennes, de missiles et de drones russes, l'armée ukrainienne n'a pas seulement été équipée de ce matériel, mais a montré qu'elle est incroyablement douée pour l'utiliser. Malgré l'énorme afflux d'aide occidentale qui a tout fourni, de la nourriture, du carburant, des uniformes et des trousses de premiers soins, aux chars et systèmes de missiles à l'Ukraine, le pays n'a pas simplement attendu et tendu la main en attendant le prochain paquet d'aide. L'Ukraine a activement pris des mesures pour devenir plus autonome dans sa défense. Parmi ces mesures figure le recouvrement du ciel ukrainien par des drones. Parce que l'armée de l'air ukrainienne a toujours été en retrait, les dirigeants militaires ukrainiens savaient qu'ils devaient trouver un moyen de refuser à la Russie la suprématie aérienne tout en maintenant un espace aérien contesté. Ils ont réussi cela grâce à la prolifération de drones armés et non armés. Des installations de fabrication de drones sont disséminées dans d'innombrables régions de l'Ukraine. Ce sont souvent des lieux rudimentaires qui ont pris place dans des zones civiles autrefois paisibles, maintenant réduites en décombres par l'attaque russe. À l'intérieur de ces ateliers, des civils et des soldats travaillent 24 heures sur 24 pour fabriquer des drones faits maison ou reconfigurer des drones disponibles commercialement. En apportant quelques petites modifications à certaines grenades à main soviétiques obsolètes, l'une de ces usines peut produire une machine tueuse de chars pour moins de $100. Combinez ces drones faits maison avec des dizaines de milliers de drones commerciaux que l'Ukraine achète chaque année, et vous pouvez rapidement comprendre pourquoi les drones deviennent l'une des principales armes de cette guerre. L'Ukraine utilise des drones non seulement pour éliminer des soldats et des véhicules par des attaques à la grenade, mais aussi pour la reconnaissance, le repérage de l'artillerie et la chasse aux mines. Avec la capacité de fonctionner à toutes les heures de la journée, la guerre des drones de l'Ukraine a joué un rôle clé pour déstabiliser les forces russes. L'Ukraine n'a pas seulement investi dans les drones aériens, elle a créé ses propres drones maritimes qui ont révolutionné la guerre navale. Bien que les Houthis aient utilisé des drones maritimes dans le passé, ces assauts d'un seul véhicule sur des navires de guerre isolés pâlissent en comparaison des attaques coordonnées à longue distance et multi-axes que l'Ukraine a menées contre les navires de la flotte de la mer Noire, russe à Sébastopol et à travers la mer Noire. Ces attaques de drones contribuent à compenser le manque de marine ukrainienne et sont l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine bat la Russie en mer Noire. En plus des drones, l'Ukraine a également produit son propre système robuste de radars de contre-batterie. Chaque fois qu'une pièce d'artillerie tire, une série de radars peut utiliser les mathématiques pour trianguler avec précision l'endroit d'où proviennent les tirs et riposter. L'artillerie ukrainienne est incroyablement précise en raison de la nécessité de conserver les munitions, et l'une des principales raisons de leur précision est le succès de leur propre radar de contre-batterie. En fait, l'Ukraine est si douée pour détruire l'artillerie russe en tir de contre-batterie, tout en limitant les progrès de la Russie dans ce domaine, que plusieurs hauts commandants russes
Russes ont été limogés lorsqu'ils ont interrogé le Kremlin sur la raison pour laquelle la Russie était battue dans ce domaine. Ainsi, même si l'Ukraine a eu du mal à combattre les capacités de guerre électronique russes, principalement en raison des lois occidentales qui empêchent l'exportation de ce type de technologie, ils ont nettement battu la Russie dans son duel d'artillerie. Cela nous amène à notre prochaine comparaison des changements stratégiques dans la guerre. La guerre, lors de son éclatement, a été caractérisée comme une guerre de mouvement. Pensez aux longues colonnes de chars russes se dirigeant droit vers Kiev, à la bataille pour l'aéroport de Hostomel, où les troupes d'assaut aérien russes ont essayé de le prendre pour débarquer plus de forces d'infanterie, ou à l'avance rapide à travers le sud de l'Ukraine qui a conduit au siège de Mariupol. Pendant ces premiers mois chaotiques, l'Ukraine était à son point le plus faible militairement, et son seul objectif était de survivre. À l'époque, l'objectif stratégique de la Russie était une occupation rapide de Kiev, la décapitation du leadership ukrainien et la dissolution de l'État ukrainien. C'est grâce à la fermeté du peuple ukrainien qui s'est porté volontaire en si grand nombre qu'ils ont manqué de fusils avant de manquer de volontaires que la Russie a été stoppée dans son élan. Dans les moments qui ont suivi l'invasion initiale, l'Ukraine a riposté contre les forces russes stupéfaites, démoralisées, incompétentes et surexploitées. Au cours de l'année 2022, ils ont repris le nord de l'Ukraine, l'oblast de Kharkiv et tout l'oblast de Kherson à l'ouest du fleuve Dniepr. En termes numériques, les forces ukrainiennes ont réduit l'emprise de la Russie sur son territoire, passant d'un maximum de 27% à environ 18% du pays qu'elle contrôle actuellement. Après ces offensives, la Russie devait obtenir une victoire dans l'espace informationnel. Alors elle a fait l'une des choses qu'elle fait à chaque élection présidentielle. Elle a organisé des élections fictives. Pendant ces élections fictives, les responsables russes ont affirmé que les Ukrainiens avaient voté massivement pour devenir une partie de la Russie. Ce que la Russie n'a pas dit à son peuple, c'est qu'elle ne contrôlait que la moitié du territoire qu'elle venait d'essayer d'annexer. Ils n'ont également pas rapporté le fait que les Ukrainiens qui n'avaient pas voté seraient expulsés de leur maison, enrôlés par l'armée, arrêtés ou se verraient refuser des soins médicaux. Pour la Russie, une victoire reste une victoire. Le président ukrainien Zelensky a demandé à rejoindre l'OTAN officiellement. Au cours des 12 prochains mois, tous les pays de l'OTAN ont convenu que l'Ukraine deviendra une partie de l'OTAN à l'avenir. Néanmoins, les actions à prendre par l'Ukraine et leur calendrier restent un sujet vivement discuté parmi les membres de l'Alliance. Ce qui est certain, cependant, c'est que la campagne globale a été un échec stratégique pour Poutine. La Russie n'a pas réussi à éliminer l'État ukrainien ou à tuer ses dirigeants. La guerre de 3 jours de la Russie approche de son 700e jour, et la plupart des mensonges militaires professionnels de la Russie d'avant-guerre se décomposent dans les champs ukrainiens, fournissant un engrais abondant pour les magnifiques tournesols du pays. Alors, avec tout cela dit, qu'est-ce qui suit ? En raison des résultats globalement médiocres de la contre-offensive estivale tant attendue de l'Ukraine, les dirigeants occidentaux, en particulier les républicains américains, mais aussi d'autres en Europe, comme la direction en Hongrie, commencent à se demander combien d'aides ils continueront à fournir à l'Ukraine. Alors que les législateurs américains et européens bloquent des dizaines de milliards de dollars d'aides militaires et économiques à l'Ukraine, la Russie a redéfini à quoi ressemble la victoire dans ce conflit. Pour la Russie, ils n'ont plus l'espoir d'une décapitation militaire de l'Ukraine. Au lieu de cela, ils essaient de créer des conditions pour une guerre éternelle prolongée dans le pays, avec l'espoir que l'Occident perde de l'intérêt. Cela, ce qui se passe déjà dans l'actuelle offensive russe autour d'Avdiivka. Depuis octobre 2023, l'armée russe essaie d'encercler les défenseurs ukrainiens retranchés autour de la ville d'Avdiivka. Le saillant d'Avdiivka est une partie cruciale de la défense de l'Ukraine dans le Donbass, car la contrôler aide à maintenir le confinement de la ville de Donetsk, la capitale rebelle de l'Est de l'Ukraine. Depuis 2014, les forces russes ont mené des attaques essentiellement suicidaires contre l'Ukraine au prix de lourdes pertes, tant en termes de personnel que de matériel, pour peu de gains. De nombreux experts spéculent sur la raison des assauts continus de la Russie dans la région, malgré peu de préparation et aucune stratégie, que l'objectif final est de déstabiliser l'Ukraine et d'aider à tuer le soutien occidental pour le pays. Les objectifs stratégiques à long terme de l'Ukraine restent inchangés. Sa direction a continué à déclarer que l'Ukraine ne négocierait pas avec la Russie et que la seule solution pour mettre fin à la guerre est la libération de tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée. L'Ukraine a également mené des attaques à longue portée contre la Crimée, utilisant des missiles à longue portée Storm Shadow et d'autres missiles donnés, ainsi que des drones. L'Ukraine a également attaqué plusieurs fois le pont du détroit de Kertch, et certaines des attaques les plus audacieuses de l'Ukraine en Crimée ont été ses frappes de missiles de croisière sur les navires du port de Sébastopol et l'explosion de leur quartier général lors d'une réunion d'officiers de haut rang de la flotte de la mer Noire. Globalement, la stratégie de l'Ukraine pour isoler la Crimée a réussi. La Russie a déplacé la majeure partie de la flotte de la mer Noire loin de la Crimée
et la baser dans les eaux russes. Ce mouvement a réduit la majorité des menaces de missiles de la mer Noire vers l'Ukraine. La Russie est également tellement préoccupée par sa situation d'approvisionnement en Crimée en raison des attaques du pont de Kertch qu'elle a limité le pont à la circulation militaire uniquement, obligeant les véhicules civils à monter à bord de navires de débarquement, amphibies russes ou de ferries pour traverser le détroit. L'Ukraine continue également à maintenir un pied-à-terre sur la rive est du fleuve Dniepr, dans le sud de l'oblast de Kherson. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a débarqué des forces à plusieurs endroits dans l'oblast de Kherson, juste de l'autre côté du fleuve de la ville de Kherson elle-même. Malgré l'engagement par la Russie d'énormes réserves de main-d'œuvre et de ressources, des dizaines de milliers de soldats russes ne peuvent pas déloger plusieurs milliers d'Ukrainiens de la région. Bien que les combats dans ce secteur ne soient non pas une guerre de mouvement, l'Ukraine a posé des conditions avec des frappes HIMARS et de l'artillerie qui ont éliminé les renforts et les dépôts de ravitaillement. L'incapacité des troupes russes à déloger les forces ukrainiennes a tellement mis en colère un général russe dans le secteur qu'il a été tué par une mine posée par ses propres troupes lorsqu'il a avancé pour voir ce qui se passait lui-même. En plus des succès continus sur le champ de bataille, bien que l'Ukraine ne puisse pas surpasser la Russie en termes d'effectifs, elle les surpassera en capacité de combat. Par exemple, l'armée de l'air russe effectuait environ 60 sorties par jour en temps de paix. Au plus fort de la guerre aérienne, ils effectuaient 200 sorties par jour. Maintenant, ils n'effectuent qu'environ 100 sorties par jour. L'une des principales raisons de cela est que l'Ukraine ne possède pas seulement le meilleur réseau de défense aérienne au monde, mais la Russie manque d'argent et de capacité pour effectuer un entretien adéquat de ses structures aériennes, ainsi que pour déconflictualiser l'espace de bataille afin de prévenir les incidents de tir amis. En moyenne, la Russie perd environ 40 structures aériennes par an en raison des pertes au combat. En outre, 10 autres structures aériennes sont perdues chaque année en raison de pannes en vol dues à des problèmes d'entretien ou d'incidents de tir amis. Malgré ces pertes effroyables, on estime que la Russie perd environ 30 autres avions par an en dépassant le nombre d'heures de vol recommandées sur ces structures aériennes. Bien sûr, cela n'empêcherait probablement pas la Russie de faire voler les avions, mais cela signifie simplement que l'aviation de combat russe continuera de subir un nombre plus élevé d'avions détruits en raison de défaillances catastrophiques en vol. Cela contraste fortement avec l'Ukraine, qui devrait recevoir une toute nouvelle flotte de chasseurs F-16 avec la meilleure maintenance et le meilleur support de pièces du monde. En ce qui concerne l'avenir du conflit, il semble s'agir davantage d'une impasse. La guerre n'est plus une guerre de mouvement. Après la désastreuse campagne de 2022, le seul objectif de la Russie pour cette année était de ne pas perdre davantage de terrain en Ukraine. Ils ont fait cela en créant la ligne Sourovikine en Ukraine. La ligne Sourovikine est la ceinture défensive à 3 niveaux qui entoure la ligne de front de l'Ukraine de Kherson à Louhansk. Cette ligne comporte 3 systèmes de tranchées où la première ligne de défense est constituée de soldats condamnés, de conscrits, des forces de la DPR et de la LPR, et des combattants d'entreprises militaires privées provenant d'entreprises comme Reddit. L'entreprise militaire privée qui a pris la place de Wagner et qui est censée être des unités jetables qui, si elles tiennent, c'est bien, mais ce n'est pas une grande perte pour la Russie. La deuxième ligne est l'effort principal, avec la meilleure infanterie de la zone qui est prête pour le combat. La troisième ligne constitue des tranchées de réserve généralement tenues par plus que meillants, par plus de conscrits ou d'unités professionnelles en cours de rééquipement. Le front des première et deuxième lignes de défense représente les ceintures de mines les plus étendues au monde. Ces ceintures de mines ont plusieurs kilomètres d'épaisseur et s'étendent sur toute la longueur du pays. Essentiellement, l'armée russe a créé une sorte de zone démilitarisée que l'Ukraine doit traverser, d'où les progrès médiocres de cet été passé. Cette ligne de fortification a transformé la guerre en un duel d'artillerie et de drones. Alors que les soldats sont assis en face dans leurs tranchées, ils subissent un bombardement d'artillerie constant avec des milliers de drones des deux côtés qui survolent à la recherche de cibles. Si l'Ukraine veut reprendre son territoire en 2024 ou après, elle doit trouver une stratégie pour briser l'impasse et percer la ligne Sourovikine. D'ici là, les deux côtés pourraient continuer à compenser leurs pertes au rythme actuel, mais sans obtenir suffisamment d'avantages pour réaliser des gains territoriaux significatifs dans un sens ou dans l'autre. Regardez maintenant comment la guerre en Ukraine redéfinit l'armée américaine, ou regardez plutôt cette vidéo